Vous m'entendez comme il faut, pas trop fort, pas trop faible. Je suis donc Laurent Alexandrovitch de l'OPCO EP. Alors, pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit, c'est l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. Donc, l'OPCO était constitué au 1er janvier 2020. Dans le cadre d'une réforme de la formation qui a conduit à diminuer le nombre de collecteurs. On était des OPCA et on était 20 OPCA et on est désormais 11 OPCO, dont cet opérateur de compétences des entreprises de proximité qui est le regroupement de deux précédents OPCA, Acte Alliance d'une part et AGFOS PME d'autre part. Donc, pour situer très rapidement cet organisme, nous couvrons un champ d'activité qui est constitué de 54 branches qui nous ont désignés comme étant leurs collecteurs au titre de la formation. Nous avons 467 000 entreprises adhérentes et la caractéristique principale de ces adhérents, c'est qu'il s'agit pour l'essentiel de très petites entreprises ou d'entreprises PME, puisque 464 000 de ces 467 000 entreprises ont moins de 50 salariés. L'autre caractéristique principale, c'est dans notre nom, c'est la proximité, c'est la possibilité, la proposition d'un service de proximité, d'accompagnement des entreprises sur les champs de l'emploi et de la formation. Nous avons, pour ce qui concerne Auvergne-Rhône-Alpes, une dizaine d'antennes délocalisées sur l'ensemble de la région pour assurer ce service de proximité. Alors, une question qui se pose souvent, c'est par rapport aux entreprises, les plus petites d'entre elles notamment, c'est à quel OPCO je suis rattaché. Donc, très rapidement, sans rentrer dans le détail, le rattachement à un OPCO se fait en fonction de l'activité de l'entreprise et principalement par rapport à sa convention collective. Et aujourd'hui, toutes les entreprises ont ce qu'on appelle un code IDCC, donc qui est la convention collective. Et c'est par détermination, détermination de cette convention collective qu'on va rattacher l'entreprise à son OPCO, auprès duquel elle va cotiser au titre de la formation, de ses obligations formation. Alors, pour en venir au sujet de l'apprentissage, l'idée étant de vous situer, de présenter globalement le dispositif, éventuellement après, surtout de répondre à vos questions. C'est de dire que ce dispositif de l'apprentissage a été lui aussi réformé, donc j'y reviendrai par présentation de quelques évolutions de ce dispositif. Donc l'idée, c'est de se dire qu'il ne faut pas forcément rester sur une idée un petit peu ancienne du dispositif. Il a été rénové afin de le simplifier, de le rendre plus accessible aux employeurs. Il y a également eu une réforme qui faisait que cette mesure, contrat d'apprentissage, était gérée par les régions principalement et désormais, on en a confié la gestion aux OPCO. Donc, pour ce qui concerne l'OPCO des entreprises de proximité, pour vous donner aussi un élément de référence quantitatif, on a géré à la rentrée de septembre 2019 110 000 contrats au niveau de l'ensemble des contrats d'apprentissage de la rentrée. Et il y en a un quart qui a été géré par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. Donc, par rapport au dispositif, c'est rappeler le fait qu'il y a une collaboration, enfin, je veux dire, un partenariat en quelque sorte, une relation qui se noue entre une entreprise, un apprenti et un CFA, qui est l'organisme dispensateur de la formation. Donc, par rapport aux objectifs de ce dispositif, il s'agit évidemment de recruter une personne en fonction des besoins de l'entreprise, de la former dans le cadre de la préparation à un diplôme, et plus spécifiquement de lui apprendre un métier selon les propres méthodes de travail et d'acquérir des savoir-faire qui peuvent être spécifiques au sein de l'entreprise. Donc, on a une alternance, c'est un principe d'alternance tout au long de ce contrat, qui est un contrat de travail,
d'alterner des périodes de formation et des périodes de travail au sein de l'entreprise, de travail qui permettent d'avoir une formation pratique. Accessoirement, ce dispositif permet de pallier des difficultés de recrutement, hein, notamment sur des métiers dits en tension, et éventuellement également d'anticiper le départ à la retraite d'un collaborateur. Voilà, c'est une mesure qui répond à un certain nombre de besoins divers et variés pour côté entreprise. Ensuite, passer. Voilà, donc là, je voulais situer ce que je vous évoquais, quelques aspects nouveaux du contrat. Donc, on a augmenté les âges possibles en matière de contrat d'apprentissage. Donc, on a un public plus large qu'initialement. On peut débuter à 16 ans et jusqu'à 29 ans révolus, avec quelques dérogations permettant d'aller au-delà. La durée du contrat, elle s'est assouplie également. C'est un contrat qui peut être de 6 mois, quant à sa durée minimale, au lieu d'un an précédemment. On peut adapter la durée du contrat. Hein, donc là aussi, il y a une souplesse qu'on n'avait pas précédemment, en fonction des acquis de l'apprenti. C'est-à-dire qu'une formation qui pourrait théoriquement se dérouler, enfin qui se déroule théoriquement en 2 ans, pourrait être réduite à une durée d'1 an, par exemple, en fonction du parcours de l'apprenti. On a une simplification au niveau des aides, je vais y revenir. On a une simplification également au niveau de la rupture éventuelle du contrat. On a également un allègement concernant les conditions relatives au maître d'apprentissage. Un assouplissement en matière de durée du travail, bon, et d'autres simplifications type suivi médical et des aides également à l'obtention du permis de conduire. Tout ça pour dire, encore une fois, qu'on a fait évoluer ce dispositif pour le rendre, encore une fois, plus accessible globalement aux employeurs. Alors, ensuite, rapidement également, le dispositif se fait la plupart du temps en CDD, mais il peut également se faire en CDI. On a une période d'essai, on va dire qui est conséquente quand même. On a bien cette association d'une formation pratique avec la présence en entreprise. Donc, on a un temps de travail qui est normalement le même que celui globalement pour cet apprenti, que celui des autres salariés de l'entreprise. Et dans la durée du travail global, on intègre le temps qui est passé en formation au sein du CFA. Le contrat d'apprentissage, c'est un diplôme ou un titre à finalité professionnelle qui est impérativement enregistré au registre national des diplômes. La durée, je vous le disais, elle est de 6 mois à 3 ans, donc avec une durée assez souple en fonction des objectifs qu'on poursuit. Cette formation qui s'est faite au sein du CFA représente en proportion de la durée totale du contrat qui ne peut pas être inférieure à 25% du temps du contrat. Et on a un encadrement, un double encadrement en quelque sorte, de l'apprenti au sein du CFA par un tuteur pédagogique et par un maître d'apprentissage en entreprise. L'ensemble de ces parties prenantes se réunissant ou échangeant autant qu'il est nécessaire pour favoriser la bonne réussite du contrat. Donc, on a ensuite des avantages à la fois fiscaux et financiers pour inciter les employeurs à recourir à ce dispositif. Donc, on a une aide unique de l'État. Donc, alors, je vais parler un petit peu au passé, puisque vous verrez qu'il y a une aide supplémentaire, l'aide exceptionnelle de l'État qui a été mise en place, mais on part initialement d'une aide unique de l'État, qui avait déjà une vocation de simplification, qui s'adressait à tous les employeurs de moins de 250 salariés et qui visait les contrats avec un objectif jusqu'au niveau bac. Ensuite, vous avez le détail de l'aide qui pouvait atteindre un total de 7 325 € avec la décomposition du montant de l'aide
pour l'année concernée, et en fonction évidemment de la durée du contrat. De plus, on a une réduction des cotisations sociales patronales, on a d'éventuelles aides à l'embauche d'un travailleur handicapé. C'est des points sur lesquels on reviendra ultérieurement par rapport à la présentation de la GFIP. Un point important, évidemment, par rapport au coût qui va être supporté par l'employeur, je vous ai ici indiqué une grille de rémunération telle qu'elle s'applique et qui prend en compte deux éléments. D'une part, l'âge de l'apprenti, donc selon qu'il ait 16-17 ans, 18 à 20 ans, 21 à 25 ans, 26 ans et plus, et selon la durée du contrat. Donc, vous avez généralement une modalité de rémunération au pourcentage du SMIC, donc qui va aller croissant en fonction de la durée du contrat, première, deuxième, troisième année éventuelle. Donc, sachant que ce pourcentage du SMIC peut être éventuellement majoré s'il y a un salaire minimum conventionnel plus favorable, et ça dépend de la convention à laquelle vous êtes rattaché. Voilà pour ce qui concerne la rémunération. Je l'évoquais, donc l'aide exceptionnelle à l'embauche en apprentissage qui résulte du contexte que nous connaissons et donc de l'incitation souhaitée par le gouvernement pour que les employeurs continuent de recourir le plus massivement possible à ce dispositif qui a connu au cours de la rentrée de septembre 2019 une progression assez significative. Voilà, on a un engouement pour l'apprentissage et la préoccupation, la volonté qu'on a, c'est qu'elle se maintienne le plus possible malgré le contexte qu'on connaît. Donc l'aide a été élargie. Elle concerne tous les contrats visant les diplômes du CAP à la licence professionnelle. Donc, on a augmenté le niveau susceptible de bénéficier de l'aide. Elle s'applique à partir des contrats conclus depuis le 1er juillet. Cette aide, elle dépend là aussi de l'âge du jeune. Donc, elle est de 5 000 € pour les apprentis mineurs et de 8 000 € pour les apprentis à partir de 18 ans. Et elle s'applique la première année du contrat. Ensuite, si le contrat est plus long, pour les deuxième et troisième années, on reprend le régime de l'aide de l'État initial. De l'aide unique. Elle est sans condition pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés et elle est sous condition pour les entreprises de 250 salariés et plus, avec le respect du taux qui est fixé d'alternant de 5%. Cette aide, elle se déclenche dès le dépôt du contrat à l'OPCO, puisque le contrat est déposé auprès de l'OPCO qui assure son enregistrement auprès de la DGEFP, comme c'était fait précédemment par les chambres consulaires. Voilà, il y a d'autres mesures complémentaires qui visent moins directement l'employeur, qui vont en direction du CFA. Ce sont les cas où il est possible pour l'apprenti de démarrer sa formation en CFA sans employeur. Donc, on lui donne 6 mois de temps pour trouver son employeur au lieu de 3 mois préalablement. On a également une incitation, enfin une aide pour l'équipement informatique des apprentis, puisque les formations, là aussi par rapport au contexte qu'on a connu, sont susceptibles de se réaliser à distance, et également une proposition d'une formation apprentissage pour les jeunes qui formulent un vœu sur les portails Affelnet et Parcoursup. Voilà, donc toutes sortes de dispositions prises, encore une fois, en vue de favoriser le recours au dispositif du contrat d'apprentissage. Voilà, donc pour terminer cette présentation rapidement, donc notre volonté, encore une fois, c'est d'accompagner les employeurs pour que on mobilise ce dispositif en fonction de leurs besoins.
On a quelques questions, évidemment, qu'on se pose par rapport à la rentrée, comme beaucoup, sur ce qui va se passer. On réfléchit par ailleurs à toutes sortes de dispositions en vue de laisser le temps, on va dire en quelque sorte, au mois de septembre, par exemple, au mois d'octobre, aux employeurs pour analyser la situation et éventuellement reporter leurs embauches. Soit elles se feront au mois de septembre, quand elles se font classiquement à la rentrée, soit avec des dispositions un peu passerelles, d'avoir des dispositions qui permettent de faire le lien avec le début d'un contrat qu'on pourrait débuter, démarrer un peu ultérieurement. Est-ce que nous avons… c'est l'occasion justement de poser les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur questions et réponses. Alors, Laurent, deux questions. Une première question, quid de l'aide Covid pour les apprentis travailleurs handicapés de plus de 30 ans? Mais à la limite, c'est plus à Bénédicte que la question pourrait s'adresser. Oui, alors l'aide Covid pour les apprentis, pour moi, ils sont pris en compte au même titre que les autres apprentis, indépendamment des aides spécifiques au titre des travailleurs handicapés. Pour ce qui concerne la prise en charge du contrat, les travailleurs handicapés, enfin les contrats concernant ces personnes-là, au niveau de la prise en charge, on a une majoration de la prise en charge du coût de la formation, donc qui est pour l'essentiel financé par l'OPCO, puisque la prise en charge est majorée de 50% avec un plafond de 3 000 € pour l'instant pour ce qui nous concerne. Alors, autre question, si période de 2 ans cumule ou pas des aides? Alors, si c'est un contrat de 2 ans, encore une fois, la première année, on applique l'aide exceptionnelle de l'État et ensuite, il y a un relais qui est pris par l'aide unique de l'État. Donc, on passe avec une aide de 2 000 € au titre de la deuxième année, par exemple. Pour une année complète. Alors, autre précision demandée, je comprends donc qu'il n'y a pas d'aide pour les apprentis post-licence. Au-delà du niveau licence, effectivement, non. Okay. On s'arrête au niveau licence. Il y a une question qui avait été posée en amont du webinaire, c'est s'il y a plusieurs contrats d'apprentissage, est-ce que l'entreprise peut cumuler les aides pour chaque contrat? Oui, il y a une aide par bénéficiaire, enfin par contrat. D'accord. Est-ce que c'est valable pour les contrats d'1 an? Oui, ces contrats, c'est valable pour tous les contrats, donc y compris ils ont une durée d'1 an. D'accord. Alors, nous avons une autre question, c'est la différence entre apprentissage et contrat de professionnalisation. Alors, la différence, alors il y a des similitudes et des différences, on va dire. Ce qu'il faut observer, c'est qu'on a quand même un rapprochement justement dans l'évolution notamment du contrat d'apprentissage, un rapprochement un peu des deux dispositifs. Dans les deux cas, on alterne de la formation et des périodes de travail en entreprise. Pour ce qui concerne le contrat de professionnalisation, on a une possibilité plus large d'objectifs de formation et notamment pas l'exigence impérative de l'obtention d'un diplôme RNCP. C'est-à-dire qu'on a un champ de formation possible qui est plus large, notamment ce qu'on appelle les CQP, les certificats de qualification professionnelle, voire des niveaux de coefficient de convention collective, donc qui seraient des formations qui seraient un petit peu plus spécifiques aux besoins particuliers d'une entreprise. Voilà, donc, pour dire un petit peu les caractéristiques différentes des deux dispositifs, avec là aussi, on est en termes de rémunération, des petites nuances en termes de rémunération, le contrat de professionnalisation étant un petit peu au-dessus du contrat d'apprentissage. Laurent, d'abord bonjour à tous et à tous et toutes mes excuses pour vous avoir lâché de façon vraiment pas sympa, mais j'avais une connexion extrêmement capricieuse qui voulait absolument pas démarrer à l'heure, donc je m'en excuse encore auprès de vous. Ce point-là
de bonne compréhension et de clarté de ce qui relève du contrat de professionnalisation et du contrat d'apprentissage est une question un peu récurrente, puisque le contrat de professionnalisation succède lui-même à un contrat de qualification. Donc, c'est un dispositif ancien qui a été conçu et voulu par les partenaires sociaux. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas de l'apprentissage, mais il n'a pas tout à fait la même histoire et la même place dans nos politiques de formation, dans notre pays. Et je pense que c'est très important, vous l'avez très bien fait, je vous en remercie, de bien expliquer que les deux ont des similitudes, mais aussi des différences de logique, et pas simplement derrière de technicité, de dispositions techniques. La philosophie et la logique qui prévaut pour l'apprentissage, c'est un mode de formation alterné, mais dans le cadre de la formation initiale. Et le contrat de professionnalisation, sa logique est vraiment de l'adaptation de compétences dans le cadre de la formation continue. C'est pour ça que vous avez bien fait d'insister sur le fait que l'un requiert obligatoirement une validation diplôme ou RNCP et l'autre, dans le cadre de l'adaptation des compétences, tient plus compte du projet d'un individu et d'une entreprise dans le cadre d'un parcours professionnel. Et en tous les cas pour la CPME, mais il me semble que c'est assez largement partagé pour les partenaires sociaux, nous avons besoin des deux outils qui sont très complémentaires sans jamais les opposer, alors qu'on entend régulièrement depuis 20 ans, selon nous à tort, un raccourci qui consisterait à dire qu'il y a les deux outils se ressemblent tellement qu'il faudrait en supprimer un des deux pour n'avoir plus qu'un. Moi, je pense que ce serait une erreur. Voilà, les entrepreneurs sont bien contents d'avoir dans leur palette de solutions deux outils qui peuvent, selon les cas et les situations, à un moment donné, venir répondre à leur logique de besoin de compétences. Donc, merci d'avoir fait ce rappel. Voilà. Comme le disait Laurent, effectivement, le contrat d'apprentissage, c'est recruter une personne adaptée aux besoins de l'entreprise. Donc, la problématique de recrutement, Jean-Michel Prioret va donc nous donner des outils pour répondre à cette problématique de recrutement de personnes en apprentissage. Voilà. Alors, hop, ici. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-Michel Prioret, je travaille au sein de la direction régionale de Pôle emploi et plus précisément au sein de la direction du développement opérationnel. C'est en fait la direction qui s'occupe du déploiement de l'offre de services, aussi bien auprès des demandeurs d'emploi que des entreprises sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je vous propose aujourd'hui de vous parler de l'appui, de l'offre de service qu'on peut vous proposer pour vous aider à concrétiser, à réussir vos recrutements dans le cadre de l'apprentissage. Alors, tout d'abord, pour vous préciser que Pôle emploi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus de 100 agences et points relais qui couvrent l'ensemble du territoire régional. Autrement dit, vous avez à proximité ou pas très loin de votre entreprise nécessairement une agence ou un point relais qui peut donc que vous pouvez solliciter pour répondre à vos besoins. Donc, si vous avez déjà un contact avec votre pôle emploi de proximité, il vous suffit de reprendre contact et de demander l'aide d'un conseiller référent alternance de votre pôle emploi de proximité. Si vous n'avez pas encore de contact, il vous suffit d'appeler une plateforme, le 3995, qui est un numéro dédié spécifiquement aux entreprises. Et là, à travers cet appel, vous aurez un premier niveau de réponse à votre besoin et on vous mettra en relation donc avec l'agence ou le conseiller compétent pour répondre à votre besoin. Alors, pour vous dire aussi que dans l'ensemble des agences de notre région, sont identifiés à minima un référent apprentissage. Donc, on vous communiquera via la CPME, bien sûr, on vous communiquera la liste de l'ensemble de ces référents apprentissage, c'est-à-dire que vous aurez, pour les agences à proximité ou l'agence à proximité de votre entreprise, vous aurez donc identifié un correspondant auquel vous pourrez vous adresser si vous avez besoin d'un conseil ou d'un appui particulier. Voilà. Alors, pour préciser aussi que suite à la réforme de l'apprentissage
et au plan de relance actuel, la contribution de Pôle emploi à développer l'apprentissage fait vraiment partie d'un axe de travail dans le cadre du projet stratégique de Pôle emploi, que ce soit au niveau national et régional. Donc là, c'est vraiment une volonté forte pour pouvoir contribuer plus fortement au développement de l'apprentissage sur notre région. Alors, quelle offre de services on peut vous proposer? Alors, vous pouvez bénéficier d'une offre de services individualisée en fonction de votre besoin. Alors, il y a différentes situations possibles. Vous pouvez gérer vos recrutements. Vous avez l'habitude de gérer vos recrutements de A à Z, c'est-à-dire vous êtes autonome, vous avez l'habitude de le faire. À travers le site pôle emploi.fr, vous avez la possibilité donc de déposer des offres, déposer votre offre, de rechercher des CV et notamment des CV dont on sait de candidats qui recherchent des contrats en alternance. Donc, il y a donc une banque de CV, une banque de candidatures qui est d'ores et déjà accessible pour vous à travers le site Pôle emploi. Vous pouvez faire des propositions de contact aux candidats que vous auriez repérés et qui correspondraient à votre besoin. Vous avez aussi mis à disposition des outils de gestion des entretiens, si vous avez besoin, bien entendu, si vous voulez avoir une méthodologie d'entretien, de conduite d'entretien d'embauche. Et vous avez aussi la possibilité, à travers les candidatures auxquelles vous allez accéder, de mieux appréhender les compétences que les candidats peuvent avoir, vous proposer, puisque depuis maintenant plusieurs années, depuis 3 ans, Pôle emploi développe une approche compétences et donc encourage les demandeurs d'emploi à mettre en visibilité sur donc, le site Pôle emploi leur profil de compétences et leur candidature. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'accéder à un outil de simulateur de charge, de simulateur d'éligibilité aux aides et mesures. Donc en fait, vous avez compris que à travers le site Pôle emploi et les outils numériques proposés par Pôle emploi, vous pouvez déjà en toute autonomie conduire et préparer votre recrutement sans forcément avoir besoin de vous déplacer ou de contacter directement un conseiller. Alors, deuxième niveau d'offre de service, vous pouvez avoir besoin de solliciter l'appui d'un conseiller qui connaît l'alternance, qui est référent alternance, parce que vous êtes moins à l'aise, parce que vous êtes une TPE, PME, vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez pas encore l'habitude de recruter, par exemple, un contrat d'apprentissage. Donc là, les mêmes services que je viens de vous présenter et que vous pouvez avoir de façon numérique, là, vous pouvez en bénéficier à travers un contact, un rendez-vous, un entretien direct avec un conseiller référent qui va pouvoir aussi, bien entendu, se déplacer dans votre entreprise et qui va, là, vous apporter, en fonction de votre besoin, un appui individualisé, par exemple pour rédiger votre offre d'emploi, pour la rendre plus attractive, en fonction aussi du marché local, en fonction de ce que nous connaissons des candidatures potentielles ou pas sur le territoire de l'entreprise. Bien entendu, pour repréciser les aides ou les appuis dont peut bénéficier l'entreprise. Et puis, bien entendu, pour présélectionner et mettre en relation avec l'entreprise des candidatures qui seraient potentiellement pertinentes par rapport aux besoins de l'entreprise. Alors, il faut savoir aussi que Pôle emploi est en partenariat avec, par exemple, le réseau des missions locales, donc qui peut aussi permettre effectivement de rechercher des candidatures pour de jeunes qui sont suivis, accompagnés par le réseau des missions locales.
Pôle emploi a aussi, bien entendu, des partenariats avec le réseau des Cap Emploi. Donc là aussi, pour les personnes travailleurs handicapés, là aussi, il y a possibilité, bien entendu, de travailler en partenariat avec le réseau des Cap Emploi et la GFIP. Et puis, Pôle emploi a aussi un partenariat avec les OPCO. Et donc, on a un travail en partenariat, la main dans la main, si on peut dire, avec un maillage territorial qui permet d'apporter un service plus intégré et plus efficace. Autre service que Pôle emploi peut vous proposer, c'est la promotion et la mise en visibilité de votre besoin de recrutement. Alors, tout d'abord, il faut savoir que depuis 2019, il y a un plan d'action national qui s'appelle Hashtag vers un métier. Alors, en fait, il s'agit de faire des actions concrètes territorialisées pour aider les secteurs qui ont des difficultés de recrutement, les secteurs dits en tension, pour promouvoir donc ces métiers et pour favoriser la mise en relation entre les entreprises qui rencontrent ces difficultés de recrutement et des candidats potentiels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les agences du territoire, donc sur plus de 100 agences dans le territoire, font en moyenne 4 actions par mois de promotion, de mise en valeur de métiers et d'entreprises sur leur territoire qui ont des besoins de recrutement, avec 3 objectifs. C'est, alors bien entendu, favoriser le recrutement, donc mettre en relation des candidats et les entreprises. C'est aussi mettre en valeur la formation correspondant à ces métiers à satisfaire. Et puis, c'est aussi permettre à des demandeurs d'emploi, jeunes ou adultes, de découvrir des métiers, de découvrir des entreprises et donc d'avancer sur leurs projets. Donc, vous pouvez, en relation avec votre emploi de proximité, savoir quelles sont les actions en cours sur le territoire et vous pouvez, bien entendu, vous y inscrire. C'est-à-dire si vous souhaitez venir présenter votre entreprise, votre métier, les compétences dont vous avez besoin, eh bien, vous serez accueilli, bien entendu, chaleureusement et vous pourrez venir faire la promotion de votre entreprise. Autre possibilité qu'on offre, c'est des salons en ligne, c'est-à-dire qu'en fait, de façon dématérialisée, nous pouvons vous proposer, donc, là encore, de présenter votre entreprise, de mettre en avant vos besoins et de la même façon, entrer en contact avec des personnes, des candidatures qui seraient intéressées par le poste que vous proposez, les postes que vous proposez, et qui pourront faire acte de candidature et avec lesquels vous pourrez avoir des entretiens. Donc ça aussi. Alors, il y a notamment expérimenté sur le Rhône et sur la direction territoriale Loire-Haute-Loire, des salons en ligne qui sont spécifiquement dédiés à l'apprentissage. Et donc, voilà, c'est une information, c'est des salons qui vont se poursuivre, c'est quelque chose qui va se développer à la rentrée et jusqu'à la fin 2020 et 2021. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez tout à fait participer à ces salons en ligne. Jean-Michel, excusez-moi, est-ce qu'on pourra justement faire parvenir la liste de ces salons qui sont ouverts actuellement? Oui, absolument, absolument. Très bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que l'apprentissage, on s'engage avec un jeune pour un certain temps. C'est un investissement pour l'entreprise, pour la personne. Et parfois, il y a nécessité de peut-être en amont de sécuriser à la fois la personne qui souhaite s'engager dans un parcours d'apprentissage, mais qui peut-être a quelques points faibles ou souhaite se renforcer ou confirmer son projet, et puis l'entreprise qui souhaite s'engager avec un candidat vraiment motivé, vraiment préparé à, dans la durée, s'investir dans l'entreprise. Alors, il y a des dispositions qu'on peut vous proposer,
Notamment, on peut organiser une mise en situation professionnelle, c'est-à-dire qu'en amont de l'engagement du contrat, on peut proposer sur une période d'1 mois maximum que la personne pressentie vienne dans l'entreprise, découvre les métiers d'entreprise, le poste pour lequel il est intéressé, et donc par là même confirme, ou pas d'ailleurs, son engagement dans le contrat d'apprentissage, ce qui permet bien entendu quelque part de sécuriser à la fois le candidat et l'employeur. Et puis sachez aussi que s'il y a éventuellement des freins périphériques, par exemple tels que le logement, nous avons un partenariat avec Action Logement et on peut dans certains cas rechercher des solutions pour résoudre ce problème-là si ça constituait éventuellement un obstacle. Et puis, nous avons aussi des mesures visant à préparer en amont du recrutement, renforcer les compétences du candidat s'il y a des prérequis qui ne sont pas tout à fait satisfaisants pour s'engager dans le contrat d'apprentissage. Et là, nous avons des mesures que probablement peut-être vous connaissez déjà, mais il y a la préparation opérationnelle à l'emploi, qui est une action de formation, alors qui peut être individuelle ou collective en partenariat avec les OPCO, et qui permet, sur un maximum de 400 heures, qui permet donc de conforter les compétences, certaines compétences du candidat, voire effectuer une remise à niveau, une consolidation des savoirs de base avant de s'engager dans l'apprentissage. Il y a aussi l'AFPR, l'aide à la formation préalable au recrutement, qui peut aussi être mobilisée en amont du contrat d'apprentissage, toujours encore pour sécuriser le parcours et pour faire en sorte accroître la réussite à la fois pour l'entreprise et le candidat. Voilà. Alors, quelques exemples pour illustrer cette articulation entre AFPR, POE et contrat d'apprentissage. Par exemple, nous avons l'exemple d'un jeune qui a bénéficié d'un accompagnement intensif des jeunes, c'est-à-dire c'est une mesure qui s'adresse à des jeunes qui sont un peu en difficulté par rapport à la recherche d'emploi. Et donc, une AFPR a été mise en place en amont au sein d'une entreprise de mécanique et une AFPR donc, de 400 heures qui a permis de confirmer le projet du jeune et qui a permis de faire un contrat d'apprentissage ciblé sur du dessin industriel. Cette AFPR a permis aussi de découvrir l'activité en passant dans tous les services de l'entreprise, fabrication, études techniques, etc. Dans un restaurant d'application sur Lyon, par exemple, mise en place d'une POE individuelle, plus derrière un contrat d'apprentissage axé sur les métiers de la cuisine et qui a permis, donc là on score, d'engager le parcours d'apprentissage pour le jeune. Et puis, là aussi sur Lyon, une POI en amont d'un apprentissage sur les métiers de la mécanique et avec derrière une embauche dans l'entreprise. Donc, voilà des exemples pour illustrer des articulations qui ont marché, qui ont réussi entre des mesures de sécurisation en amont et des parcours d'alternance. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour des jeunes qui sont plus en difficulté d'insertion, qui sont un peu plus éloignés de l'emploi, il y a des dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre du plan d'investissement des compétences. Vous savez que l'État a engagé un investissement important sur la formation, sur la compétence, notamment des moins qualifiés. Et il y a donc 14 dispositifs qui sont en place en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont en général des consortiums, c'est-à-dire des regroupements de structures, d'opérateurs, qui proposent un dispositif pour, en amont de l'apprentissage, préparer des jeunes à la fois sur de la remise à niveau, sur du savoir-être aussi, parce que, comme vous le savez, il y a des jeunes qui ont des problématiques de savoir-être, d'acquisition des codes de l'entreprise
Et ce dispositif vise donc à aider ces jeunes et à leur permettre ensuite d'intégrer un parcours. Donc, on peut aussi, si bien entendu, vous mettre en relation ou aller rechercher dans ces dispositifs des jeunes qui pourraient correspondre à vos besoins et par là même, donc, vous pourrez exercer votre responsabilité sociétale, entre guillemets, pour aider des publics un peu plus en difficulté, mais qui méritent qu'on leur donne une chance de réussir et de s'insérer professionnellement. Si les entreprises sont intéressées justement pour faire partie de ces dispositifs, comment elles procèdent, Jean-Michel, du coup? Alors, ces dispositifs sont plutôt portés par des structures, je dirais, institutionnelles. Ce n'est pas forcément des… Mais des entreprises peuvent être éventuellement partenaires. Donc, on pourrait éventuellement, en tout cas, vous indiquer quels sont enfin, vous donner les coordonnées des différents dispositifs et que pour éventuellement, si une entreprise était intéressée, qu'elle puisse entrer en contact directement ou par notre intermédiaire avec ces groupements qui portent ces dispositifs prépa-apprentissage. Bien volontiers. Alors, sachant que Pôle emploi fait partie d'un de ces regroupements, voilà, mais bien sûr, il y en a 14 au total sur notre grande région. Alors, enfin, sachez que, et là, en partenariat avec la région, sachez aussi qu'il y a une mutualisation pour faire en sorte que l'ensemble des offres, les offres d'emploi et évidemment les offres de contrats d'apprentissage, d'alternance, soient déposées, soient mutualisées, notamment sur le site de la région Nos Talents, Nos Emplois. D'ailleurs, Pôle emploi aussi, de son côté, travaille avec des partenaires et regroupe des annonces qui sont portées par d'autres opérateurs comme les job boards, etc. Donc voilà, c'est un effort conjoint et des dispositions visant à rendre plus lisible et sur, j'allais dire, un lieu un peu unique, centralisateur, les offres d'emploi en matière notamment d'alternance. Voilà, écoutez, il me reste à vous remercier pour votre écoute. Et puis, bien entendu, voilà, les choses sont mouvantes, les choses peuvent évoluer. Et puis, donc, déjà, l'important, c'est de se mobiliser pour la rentrée de septembre, comme le disait Laurent, et de faire le maximum pour répondre à vos besoins. On va passer aux questions-réponses. Est-ce que, par rapport à la problématique de recrutement, est-ce que vous avez des questions? Si je peux me permettre, juste, je voulais ajouter par rapport au dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi, signaler le fait, par exemple, pour illustrer le propos, c'est que l'OPCO des entreprises de proximité a programmé une 50aine d'opérations de type préparation opérationnelle à l'emploi collective sur les différents territoires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc qui vise à la préparation à différents métiers, des branches couvertes par l'OPCO-EP. Donc, ça peut être du technicien froid, ça peut être dans les métiers de bouche, etc. Avec un prévisionnel de bénéficiaires de plus de 600 bénéficiaires. Voilà. Pour illustrer le propos, à la fois on prend en compte les territoires d'une part et d'autre part les métiers où on perçoit, on va dire, des besoins à pourvoir. Peut-être en complément de ce qui a été dit par Jean-Michel, effectivement insister sur cette notion de sécurisation des recrutements et d'accompagnement des dirigeants, notamment, ça a été dit, des TPE, pour qui recruter n'est jamais complètement un acte économique et même humain anodin. Donc, l'ensemble des outils qui ont été présentés sont extrêmement intéressants et importants pour nos chefs d'entreprise, d'où la nécessité pour nous tous de les faire connaître. C'était très bien, merci à vous de les avoir rappelés. On sait ces dernières années, ce n'est pas du tout
un jugement, ce n'est qu'un constat que le développement de l'apprentissage s'est beaucoup fait par les niveaux supérieurs. Ça correspond à des besoins en compétences des entreprises. Mais l'apprentissage, qui est une voie d'excellence, s'adresse à tous les niveaux, donc y compris à des niveaux 5, 4, 3, et à des publics qui sont en parcours d'insertion. D'où l'importance d'avoir dans la boîte à outils des réponses à chaque étape du parcours. Il a été fait état des publics qui sont suivis par les missions locales, des publics qui peuvent relever de la politique de la ville. Et ce qui compte avant tout, c'est qu'il y ait un jeune motivé en face, un entrepreneur qui a un besoin et qui a envie de tendre la main, de faire confiance. Et derrière, mais ça a été dit encore une fois, il y a les dispositifs, au-delà des aides financières qui sont importantes, il y a les dispositifs d'accompagnement, de sécurisation. Et moi, je vais également insister sur le rôle fondamental du maître d'apprentissage, qui est le tiers médiateur dans l'entreprise qui favorise la bonne intégration du jeune et qui fait le lien avec le CFA pour s'assurer que l'interaction entre ce qu'apprend le jeune dans le centre de formation et ce qu'il met en œuvre dans l'entreprise se fait de façon la plus fluide possible. Et donc, avec ces outils et cet accompagnement des acteurs, on se donne quand même un maximum de chances de pouvoir réussir la bonne intégration de nos jeunes et faire en sorte que derrière, non seulement les contrats d'apprentissage se passent bien, mais que ça se transforme en emploi tout court. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jean-Michel? Alors moi, je vois pas de questions. Les deux questions qui restent, auxquelles on n'a pas répondu, c'était surtout sur les prises en charge des coûts de formation. Alors, je ne sais pas, peut-être que Laurent, quand même, voilà, fait un petit aparté. L'entreprise prend-elle une partie du coût d'une formation dans le secteur public? Donc, là, il faudrait préciser ce qu'on entend par formation dans le secteur public. Puisqu'en fait, là, ce que l'OPCO prend en charge, c'est la formation en CFA, en centre de formation d'apprentis. Donc voilà, secteur public, si c'est un CFA, oui, c'est pris en charge, me semble-t-il. Oui. Et pareil, la différence de prise en charge entre un IUT et une école de commerce privée, si je ne m'abuse, c'est eux qui déterminent un tarif. Et vous, l'OPCO, vous avez aussi une prise en charge forfaitaire par rapport à un coût. C'est un coût horaire, c'est ça, de prise en charge? Non. Alors, la prise en charge, on va dire, elle est le croisement de des éléments. Le diplôme visé, puisque tout diplôme a un code qui renvoie à une prise en charge. Ainsi que la convention collective à nouveau, le code IDCC. Donc, on croise ces deux données et à partir de là, on obtient ce qu'on appelle un coût contrat annuel. Donc, France Compétences a déterminé sur proposition des branches un coût contrat annuel qui est la prise en charge de l'OPCO. Soit qui couvre l'intégralité du coût de la formation du CFA, soit pas, auquel cas il peut avoir ponctuellement un reliquat de prise en charge incombant à l'entreprise, au-delà de la prise en charge qui va être assurée par l'OPCO. Bon, ce qui est assez peu fréquent, mais qui peut arriver. Voilà, j'avais ça. Je n'ai pas de questions spécifiques sur le recrutement. Donc, je ne sais pas si même dans la conversation, donc peut-être que ça viendra par la suite. On va passer du coup à Bénédicte, notamment sur la thématique de l'apprentissage de personnes en situation de handicap. Mais oui, parce que voilà, recruter, accueillir un salarié apprenti en situation de handicap, c'est possible aussi. Et c'est d'autant plus possible qu'au niveau de la GFIP, on va effectivement se mobiliser. Tu peux avancer si tu veux. On va vraiment se mobiliser. Pour nous, ça va être une priorité dans les mois et les années à venir, puisqu'on va répondre en tout cas à l'ambition gouvernementale qui est d'un objectif de 10 000 apprentis en situation de handicap d'ici fin 2021. Donc, c'est un grand cap à passer parce qu'on est loin de cet objectif-là. Donc, tout va être mis en œuvre et rappeler aussi qu'au-delà d'une obligation,
d'avoir des salariés en situation de handicap dans son entreprise, c'est une véritable opportunité. Tout aussi bien qu'embaucher un apprenti, même non handicapé, on va dire, c'est une opportunité, une chance pour l'entreprise. Et notamment, ben voilà, je l'ai rappelé, ça démontre quand même de la responsabilité sociétale de l'entreprise qui est d'accueillir tout type de compétences, qui est de donner la chance à tout le monde, handicapé, jeune, et se montrer en fait entreprise ouverte et accueillante pour pouvoir aussi s'ouvrir à de nouvelles compétences et surtout former de nouvelles compétences à leur métier. Donc, responsabilité sociétale, oui. Meilleure image de l'entreprise, sûrement. Mais aussi, le fait de pouvoir embaucher des jeunes en situation de handicap, ça permet aussi de recruter des personnes qualifiées en situation de handicap. Vous allez les former, vous allez leur permettre d'obtenir une qualification, un diplôme, et du coup, vous allez avoir des salariés compétents, qualifiés au sein de votre entreprise. Comme il a été dit, finalement, je fais le lien avec tout ce qu'il a été dit, c'est que pour permettre ce recrutement, et on va pas non plus, je veux dire, avoir, voilà, s'enlever ça, c'est-à-dire que ça peut permettre aussi, au-delà d'avoir simplement des personnes qualifiées, des personnes handicapées, ça peut vous permettre aussi d'ouvrir en fait votre sourcing et d'ouvrir en fait toutes les possibilités pour accueillir une personne et accueillir un apprenti. Donc, le handicap peut être une façon de résoudre vos problèmes de recrutement. On va dire ça comme ça. J'aime pas bien le dire, mais ça peut être aussi une façon d'aller au-delà des simples réseaux que vous avez. Donc, nous, on travaille, c'est ce qui a été dit, on travaille beaucoup avec Pôle emploi, Cap emploi, qui est en fait on va dire maintenant pas une antenne, mais voilà, spécifique dans l'accueil de personnes en situation de handicap, qui connaît très bien en fait les différents types de handicap et qui va pouvoir vous accompagner sur le profil qui va pouvoir être recruté et les adaptations qu'on va pouvoir mettre en place pour accueillir ce profil-là. On travaille aussi bien avec le réseau des missions locales, donc on travaille tous ensemble. Important aussi, par rapport à vous, votre besoin de recrutement, vous avez la possibilité de déposer vos offres aussi sur notre site AGFIP. Et là, sans aucune crainte de discrimination, dans la mesure où si vous déposez vos offres d'accueil d'apprentis, automatiquement, si c'est sur notre site, vous savez que vous le faites pour recevoir des personnes en situation de handicap. Donc, on ne se pose pas la question, qu'est-ce que je mets sur l'offre d'emploi ? Vous le mettez sur notre site, ça veut dire que vous êtes ouvert à accueillir des personnes et des apprentis en situation de handicap. Vous ne serez pas tout seul, c'est-à-dire que dès lors qu'en fait vous allez recruter, Monsieur Amprino parlait de sécurisation des contrats. Nous, on va être là aussi pour vous accompagner tout au long en fait de ce parcours. Et donc, je vous présenterai par la suite toutes les aides qu'on va pouvoir mettre en place en amont, pendant et puis suite au contrat. Donc, contrat d'apprentissage pour une personne en situation de handicap, c'est un contrat aménagé par rapport à ce qu'a présenté Laurent, puisqu'en fait, pour une personne en situation de handicap, il n'y a pas de condition d'âge. On peut très bien avoir plus de 26 ans, on peut avoir 40 ans, on peut avoir 55 ans, et on peut prétendre à venir signer un contrat d'apprentissage. La durée du contrat va être aménagée, tout simplement parce qu'en fait, on va effectivement pouvoir, en fonction du handicap, aménager le temps de travail en entreprise ou aménager le temps de formation en centre. Ce qui veut dire que peut-être pour un diplôme, au lieu de mettre 3 ans, on peut aller jusqu'à 4 ans en fait de contrat. Donc là, il y a des principes de rémunération, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui vont pouvoir être prises en compte. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de dire que suivant la personne que vous accueillez, suivant le handicap de cette personne-là, on va pouvoir tous ensemble, et tous les acteurs présents là autour de la table, on va dire, et la ressource handicap formation de la GFIP, mettre en place un accompagnement personnalisé pour pouvoir vous permettre de faciliter en fait l'accueil et faciliter la formation. Donc, au niveau des aides,
Vous avez donc des aides avant la signature du contrat. Donc, mes collègues ont beaucoup parlé donc, de tout ce qui peut se faire en amont, les prépas apprentissage, la POE, la PMSMP, qui sont des vrais leviers dès lors que vous voulez embaucher une personne en situation de handicap. C'est-à-dire qu'en fait, pouvoir avoir ces temps en amont du contrat vont vous permettre de pouvoir faciliter l'intégration et mettre en place tous les dispositifs pour pouvoir intégrer plus facilement la personne. Donc, on a, nous, ce qu'on appelle des prestations d'appui spécifiques, c'est-à-dire que dès lors que vous avez ce projet d'embauche, de contrat d'apprentissage, vous pouvez très bien, en amont du contrat, pendant un temps de PMSMP ou de POE, faire venir ces prestataires pour qu'on puisse ensemble voir comment on va pouvoir aménager soit le poste de travail, soit en fait la durée de la formation, le contenu de formation pour avoir une intégration réussie au sein de l'entreprise. Donc ça, tout peut se faire avant la signature du contrat. À la signature du contrat, on va aussi vous accompagner financièrement. Donc, on a ce qu'on appelle une aide à l'intégration, à l'accueil et à l'intégration de personnes en situation de handicap, donc qui est valable dès lors que vous allez signer un contrat de 6 mois minimum. Donc, on est très bien dans le cadre de l'apprentissage. Et cette aide va servir à plusieurs choses, dont ça peut servir à la formation de votre justement maître d'apprentissage sur par exemple le handicap et comment je vais moi pouvoir suivre cette personne, ce jeune qui a tel type de handicap. Ça peut être vouloir faire venir et sensibiliser les collègues de travail qui vont accueillir aussi cette personne-là au sein de leur service ou au sein de leur entreprise. Mais ça peut être aussi une prise en charge du temps complémentaire que va passer le maître d'apprentissage parce que suivant le handicap, il va devoir passer plus de temps pour pouvoir intégrer ce jeune. Donc, on va avoir une aide à l'intégration qui peut aller jusqu'à 3 000 €. On a notre aide à l'embauche de contrat d'apprentissage d'une personne handicapée. Et là, donc, on vous confirmera en fait les montants, mais on va revaloriser ces montants-là de 500 à 1 000 €. Donc, l'aide va pouvoir aller jusqu'à 4 000 € si on embauche donc la personne en contrat d'apprentissage en CDI, puisqu'on a vu que c'était possible maintenant. Tout le montant de ces aides, donc majorées, je vous les définirai, en tout cas, je vous les confirmerai un petit peu plus tard, hein, puisqu'on est là notamment en train de travailler avec l'État qui, elle, comme a présenté Laurent, a mis en place des aides majorées, on va dire, à l'apprentissage. Donc, nous, on est en train de voir comment on va pouvoir s'adapter pour vous faciliter encore plus, puisque toutes les aides sont cumulables. C'est-à-dire que les aides que vous allez bénéficier à la signature d'un contrat d'apprentissage, vous allez bénéficier des aides de l'État et si c'est une personne en situation de handicap, des aides de la GFIP. Donc voilà, on est en train d'harmoniser tout ça. Et sachez que tout au long du contrat, on travaille, nous à GFIP, et ça c'est mon travail à moi, puisque nous conventionnons avec les consulaires et là actuellement je conventionne avec les OPCO pour que vous ayez un accompagnement tout au long du contrat, c'est-à-dire vraiment une sécurisation de ce parcours-là et une personne qui vous suit pour pouvoir appréhender au mieux en fait les difficultés que vous pourriez rencontrer et faire en sorte que le contrat perdure au-delà des années de formation. Et pour, j'allais dire, voilà, imager nos actions, nous, à GFIP. Donc, ce que je disais, donc, nous avons des conventions, notamment avec les OPCO, et je gère ces conventions-là, en vue donc, de développer l'alternance et développer l'apprentissage. Une convention avec l'OPCO-EP qui est notamment en finalisation de signature où on va mettre en œuvre différentes actions pour pouvoir promouvoir en fait l'intégration de personnes en situation de handicap et vous, entreprise, faciliter en fait le recrutement. Donc, c'est des partenariats qu'on a mis en place et on va, par exemple, travailler alors avec des secteurs en particulier. On a des demandes, par exemple, sur le service à la personne. Donc là, on va travailler comment on va pouvoir recruter des personnes, comment on va pouvoir intégrer des personnes en situation de handicap.
et comment on va pouvoir mettre en place des actions de POE dans un premier temps et pourquoi pas un prêt d'alternance et d'apprentissage dans un deuxième temps en intégrant des personnes en situation de handicap. Et autre projet qu'on peut mener, par exemple, là, on a une demande, voilà, des boulangeries Blacher qui nous dit qu'elle veut embaucher environ 150 personnes au niveau national, dont 6% de personnes en situation de handicap. Alors, ce n'est pas au niveau national, c'est sur 3 régions, pardon, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et PACA. Et donc là, nous, je vais, moi, mettre autour de la table tous nos acteurs qu'on a vus, c'est-à-dire Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, tous les acteurs partenaires pour qu'on puisse effectivement travailler avec les boulangeries Blacher, mettre en place tout ce qu'il faut pour permettre en fait ce recrutement d'apprentis, cette formation d'apprentis aussi sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà des exemples qui veulent dire en fait, voilà, nous, à GFIP, on n'agit pas dans notre coin, mais vraiment, on travaille tous ensemble pour se mobiliser et vous permettre en fait une intégration réussie de personnes en situation de handicap et d'apprentis, puisque nous, c'est notre maître mot. Voilà, apprentissage, compétences et excellence, ça va de soi avec handicap. Voilà. Très bien. On va passer aux questions. Alors, les questions. Et pour reprendre la question qui avait été posée sur le Covid, en fait, les aides exceptionnelles, donc sachez que toutes les aides exceptionnelles, donc notamment il y avait l'aide effectivement aussi pour les apprentis, pour se acheter du matériel, etc. Ça perdure jusqu'au 30 septembre. Et il y a des nouvelles aides en fait qui ont été aussi mises en place, dont l'aide au déplacement, qui peut aussi servir pour des apprentis. Donc, toutes ces aides exceptionnelles, vous les retrouvez sur notre site, mais elles devaient s'arrêter au 30 juin et on les a fait continuer donc jusqu'au 30 septembre. Les aides cumulées, est-ce que les aides se cumulent avec celles des postes des entreprises adaptées? Bénédicte. Alors, pour les entreprises adaptées, effectivement, on a des aides aussi. Ça fait partie maintenant des conventions. Effectivement, les entreprises adaptées peuvent bénéficier des aides de la GFIP. Je ne sais pas, il n'y a pas d'autres questions. Oui, effectivement, il serait possible d'avoir le PDF du PowerPoint. Oui. Je vous l'enverrai à la fin, dans la journée. Voilà. Avec l'ensemble des éléments également qui ont été énoncés lors de cette présentation. On se proposait également peut-être de joindre nos coordonnées hein, s'il y avait des questions au-delà de ce qu'on peut évoquer voilà, dans le temps qui nous est imparti. N'hésitez pas à revenir vers nous parce que on va dire que chaque cas est un peu un cas particulier finalement. Donc, on vous donne des informations un peu générales, mais n'hésitez pas encore une fois à venir vers nous pour vous accompagner dans vos questionnements et surtout à la mise en action. Tout à fait. L'objectif est là. C'est ça. Et au-delà des aides, effectivement, au-delà de l'aspect financier, c'est bien penser aussi à l'aspect humain. Et voilà, c'est quand même, c'est pas simplement rentable d'avoir un apprenti, c'est pas parce que ça coûte rien, mais c'est aussi former une personne à son métier, donc faire découvrir son métier, former une personne à son métier. Donner la chance à des personnes, même si vous ne pouvez pas le recruter, c'est aussi donner la chance à des personnes d'obtenir une qualification. Donc voilà, ce n'est pas que l'aspect rentable, il ne me coûtera rien pendant 2 ans, mais c'est aussi l'aspect humain, recrutement et voilà, qu'il ne faut quand même pas oublier, je tenais à le souligner aussi. Merci de ce propos. Moi, je vais devoir vous quitter parce que j'ai une autre réunion qui démarre, mais je voulais d'abord remercier nos 3 partenaires intervenants pour la qualité, la clarté et la pédagogie de leurs interventions. Rebondir sur ce que vient de dire Madame Henry, c'est que l'apprentissage, c'est d'abord et avant tout une question de compétence et une question de main tendue à une personne humaine qui s'inscrit dans un projet économique d'entreprise. Et c'est d'ailleurs la richesse de ces contrats en alternance, c'est que ça conjugue une double dimension, une dimension
économique, un projet d'entreprise qui, au regard de développement d'activités, ont besoin de compétences, de talents et de projets d'individus qui veulent rentrer dans un métier, qui veulent pouvoir trouver leur place dans une entreprise. Donc, c'est en ça que c'est une formidable alchimie entre de l'individu et du collectif, entre un projet individuel et social, humain, et un projet économique d'entreprise. Et que derrière tous les dispositifs, ou avant tous les dispositifs, au-dessus de tous les dispositifs, il y a des femmes et des hommes de droit commun ou avec des situations de handicap, mais c'est surtout d'abord des compétences et des talents. Et c'est pour ça que les aides sont les bienvenues, notamment quand le contexte économique est très dégradé, comme actuellement. Mais la décision première et ultime du chef d'entreprise, il la prend d'abord par rapport à la responsabilité morale qu'il a vis-à-vis de quelqu'un, de pouvoir lui consacrer du temps, de pouvoir lui offrir des perspectives de bonne formation, de bonne intégration et même très souvent de développement de l'emploi, puisque l'apprentissage permet à plus de 70% d'insérer durablement les jeunes dans les entreprises. Et c'est important de le rappeler. Et c'est pour ça que dans notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, avec les différents acteurs que sont l'État, la Directe, le rectorat de région, les OPCO et l'ensemble des acteurs économiques, on s'est fixé un challenge collectivement qui va être difficile, mais c'est parce que c'est difficile qu'on est particulièrement motivé et mobilisé, c'est d'essayer à la rentrée, compte tenu du contexte économique difficile qui est déjà présent et qui risque encore de s'aggraver, de maintenir le même nombre d'apprentis à la rentrée 2020 qu'en 2019. Donc, il faudra la mobilisation de tous et puis réussir la bonne relation, intermédiation, peu importe le terme, mais chacun comprendra de quoi il s'agit, entre les projets des personnes qui sont évidemment éminemment importantes, mais en même temps la réalité du marché où il y a des secteurs qui recrutent, même certains qui sont encore en tension, et puis d'autres, au contraire, qui sont en grande difficulté et qui débauchent. Il faudra qu'on ait une grande souplesse à l'échelle d'une région. On va pouvoir, je pense, on aura cette capacité-là à faire du sur-mesure dans les territoires, notamment à travers des démarches de GPEC qu'on connaît bien, n'est-ce pas Laurent? Mais je pense que c'est vrai aussi pour Pôle emploi ou pour la chefie. Donc, encore une fois, un très grand merci à vous et on va relayer toutes ces infos et je pense qu'on aura l'occasion d'en faire bien d'autres puisque la pédagogie, c'est l'art de la répétition, disaient certains. Merci beaucoup. Merci Cyril. Et merci à tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.